Mardi 17 juin 2025. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux 12 heures. Ouvrons ce journal en santé. Le docteur Manaouda Malachi effectue depuis plusieurs jours dans les localités de Mora, Bogo, Mokolo et Marois les visites sur des sites d'accueil pour s'assurer que tout est prêt, installation logistique, circuit d'accueil, disponibilité du matériel médical. Il n'hésite pas à donner ses consignes claires et à rappeler l'importance d'un accueil chaleureux, d'un sourire, d'une écoute attentive et d'un professionnalisme sans faille de la part de tous les aides-soignants mobilisés. Le point d'orgue de cette mobilisation sera la cérémonie officielle prévue le 22 juin 2025 à Marois, qui marquera le début d'une semaine intense de solidarité et de soins gratuits à travers toute la région. Cette campagne ne se limite pas à une simple opération médicale, elle mobilise une volonté affirmée de rapprocher l'État des citoyens, de donner à chacun, quelle que soit sa condition, la possibilité de se soigner dignement. L'humanisme, la qualité des soins et la justice sociale sont les seules valeurs partagées, rappelle le ministre de la Santé publique qui invite toutes les populations sans distinction à se rendre dans les différents sites pour bénéficier de cette opportunité exponentielle. Parlons tout d'autre chose à présent en culture. Nous allons nous intéresser à ce festival ethnoculturel dénommé Esoulane Meyong. La promotrice et quelques membres du comité d'organisation du festival ethnoculturel Esoulane Meyong ont effectué une visite sur le site qui abritera l'événement culturel des peuples de la forêt et de l'eau. Objectif de cette visite, évaluer l'avancement des préparatifs de la première édition pour se rassurer de la réussite de cette assemblée. Plus de détails sur cette organisation avec Xavier Ongolo. Aujourd'hui à Ibolova, la promotrice et quelques membres du comité d'organisation du festival ethnoculturel Esoulane Meyong effectuent une visite de travail. Objectif, évaluer l'avancement des préparatifs de la première édition de cet événement culturel majeur. On voudrait ce grand rendez-vous culturel pour pouvoir réfléchir sur la préservation du savoir-faire ancestral. Qu'est-ce qu'on faisait avant qui a disparu? Qu'est-ce qu'on va léguer à la nouvelle génération, même à nos enfants, à la génération future? On a des échanges, parce qu'on aura des colloques, des séminaires avec des thèmes bien précis sur la question de la chefferie. On voudrait même savoir quelle est la place qu'on donne même chez nous, les métiers en général, la place qu'on donne aux militants, bien la place qu'on donne aux chefs traditionnels. Au cours de ce séjour, les discussions portent sur les détails logistiques, la sécurité et la programmation des activités. Les autorités locales réaffirment leur soutien à l'événement qui vise à promouvoir la culture et les traditions des peuples de la forêt, peuples du Sud. Ça va? Ah bon, hein? C'est bien. Non, si vous êtes à la tête de cette histoire, ça nous rassure. Merci. Avec l'expertise c'est mon papa, il m'a adopté. de Néné Junior. Tous mes encouragements. Hein? Merci, monsieur. Le complexe sportif d'Ibolova sera le théâtre de ce grand rendez-vous culturel prévu du 30 juillet au 2 août 2025 avec un spectacle inoubliable et un peu plus de 5000 visiteurs attendus. On sait déjà quand on voit un Sawa à Sanja, on sait que lui, il est Sawa. Quand on voit un frère nordiste, quand on voit quelqu'un de l'ouest, on sait que l'eau voilà. Nous maintenant du sud, le sud politique, sud géographique là, comment on nous identifie? Il faudrait qu'on passe par une école, et l'école là, c'est Esoulane Meyong. Les préparatifs du festival ethnoculturel des peuples de la forêt, peuples du Sud et Esoulane Meyong se poursuivent. De nombreuses surprises attendent les festivaliers et les amoureux des traditions pour une immersion au cœur des richesses de la forêt équatoriale. Il convient de rappeler que la première édition du festival Esoulane Meyong est placée sous le thème Racines et Renaissance, honorer le passé, inspirer l'avenir. Le Cameroun s'est joint au reste du monde hier, 16 juin 2025, pour commémorer la 35e journée internationale de l'enfant africaine. Cette journée nous rappelle la triste histoire, du moins c'est le triste souvenir des événements de Soweto en Afrique du Sud, où les élèves et les jeunes étudiants ont été tués pour avoir recommandé ou du moins revendiqué leurs droits. Allons à savoir davantage sur cette actualité avec Dominique Ouanja.
Le Cameroun se joint à la communauté internationale ce jour pour commémorer la 45e édition de la Journée internationale de l'enfant africain. Célébrée chaque 16 juin de l'année, c'est une journée qui nous rappelle le triste souvenir des massacres des enfants lors d'une marche pour la revendication de leur droit à Soweto en Afrique du Sud par le pouvoir de l'apartheid en juin 1976, où des milliers d'élèves et d'étudiants noirs ont été tués lors d'une manifestation contre l'opposition de l'Afrikaans comme langue d'enseignement. C'est une journée de sensibilisation consacrée aux droits et aux meilleures conditions de vie des enfants en Afrique. Elle met en lumière les défis auxquels ces enfants sont confrontés, notamment en matière d'éducation, de santé et de protection contre les violences et abus de toutes sortes. Cet événement est l'occasion pour les gouvernants, les organisations internationales et la société civile de réaffirmer leur engagement à améliorer le bien-être des jeunes générations sur le continent africain. L'objectif principal de cette journée est de promouvoir les droits des enfants en matière d'éducation, de santé et de développement. En présidant les activités à Yaoundé, le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guéné, a sensibilisé l'opinion nationale, internationale et le grand public aux défis majeurs actuels auxquels font face les jeunes, à savoir la pauvreté, le travail des enfants, le mariage précoce et l'accès illimité aux services sociaux de base. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, environ 100 millions d'enfants en Afrique subsaharienne sont sous-scolarisés. Près de 40% souffrent de la malnutrition chronique. 30 millions de jeunes filles sont mariées à moins de 18 ans. La mortalité infantile reste élevée avec environ 75 décès pour 1000 enfants. Des actions et de nombreuses initiatives sont menées, notamment des conférences, débats, des campagnes de sensibilisation et des programmes éducatifs. Des organisations comme l'Union africaine, l'UNICEF, l'UNESCO et diverses ONG y prennent une part active. Les gouvernants africains y sont encouragés à adopter et à renforcer des politiques en faveur des droits des enfants en mettant l'accent sur l'éducation et la protection sociale. Certaines manifestations, à savoir des témoignages d'enfants, des projections, des films documentaires et des forums de discussion impliquant des jeunes, des éducateurs et des responsables politiques sont au programme. La Journée internationale de l'enfant africain est une journée qui vise à donner une voix aux enfants et à sensibiliser les politiques publiques pour l'amélioration de leurs conditions de vie. La thématique principale qui sous-tend les activités ce jour tourne autour de la famille et la société. L'article 6 de la Convention et la Charte internationale des droits des enfants stipule que le droit à la vie et à l'éducation sont des droits inaliénables et inviolables pour chaque enfant. Au Cameroun, c'est une journée qui se célèbre dans un contexte très particulier où les jeunes sont de plus en plus victimes de bavures dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et à l'extrême nord. Et récemment, l'on a encore en mémoire l'assassinat du petit Mathis au quartier Ngouaklé dans l'arrondissement de Yaoundé. Rendez-vous est pris pour l'édition 2026. Sous le thème accélérer la transformation digitale pour une intelligence artificielle stratégique, agile et responsable, la conférence sur l'intelligence artificielle s'est tenue pendant 2 jours à Douala dans la partie littorale du Cameroun. Cette initiative avait pour but de faire intégrer cet outil informatique d'une digitalisation parfaite en Afrique. Le condensé de cet événement, c'est avec Henri Prosper Mangré. Intelligence for Africa Émission est une conférence conçue pour développer les compétences et les opportunités autour de l'intelligence artificielle en Afrique. Pendant 2 jours d'échange, les experts, les start-upers et décideurs politiques se sont réunis autour de l'IA. La démocratisation de l'IA en Afrique devient un impératif et une urgence à toutes et à tous. L'intelligence artificielle consiste à mettre un nombre de techniques visant à permettre aux machines d'imiter l'intelligence réelle, à imiter. Maintenant, dans cette imitation, est-ce qu'on est sûr que l'algorithme qui a été écrit par X ou par Y vise ce qu'il nous a annoncé? Ce n'est pas évident. C'est pourquoi nous souhaitons qu'on ait une intelligence artificielle purement africaine, purement camerounaise. Bien que le continent noir accuse un certain retard dans ce domaine, certains pays et organisateurs commencent à prendre des cadres juridiques pour encadrer l'utilisation et la réglementation de l'IA. Pour ce faire, il faut avoir une connaissance et une formation sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est un effet de mode et si on veut éviter
l'illettrisme que j'appelle l'illettrisme syncrétisé, où on aura des personnes entre ceux qui croient savoir, entre celui qui va regarder 4 vidéos YouTube et demain s'appeler expert. Et on l'a dit tout à l'heure, le monsieur le délégué l'a dit, que nous avons besoin des experts confirmés, qui sont aussi capables de former d'autres personnes. Donc c'est pour ça que nous allons démocratiser, parce que pour former, il faut d'abord que les gens comprennent de quoi il s'agit. Donc l'intelligence artificielle, ce n'est pas juste les assistants que nous connaissons comme ChatGPT, Copilot et tout. Non, il y a des données derrière, il y a des infrastructures, il y a de l'énergie. Il y a des risques aussi, parce qu'on parle des données que nous envoyons. L'Afrique est confrontée à plusieurs défis pour permettre une bonne utilisation de l'IA. Donc, il faudrait d'abord résoudre le problème infrastructurel. Il faudrait que l'infrastructure nécessaire au développement de l'intelligence artificielle se retrouve partout et de manière permanente. Hormis que cette nouvelle technologie numérique soit un facilitateur des recherches poussées qui ait des avantages, mais est confrontée à plusieurs conséquences. Les conséquences négatives d'abord. L'intelligence artificielle, ceux qui développent les plateformes que nous utilisons, vous les connaissez? Vous savez dans quoi ils vont utiliser vos données personnelles? Nous n'en savons rien. Mais il y a un côté positif inéluctable. Nous, notre souhait, c'est qu'il y ait une intelligence proprement africaine, proprement camerounaise, qui tiendra compte de nos cultures, de nos réalités, pour que cette intelligence artificielle devienne un levier de développement de nos pays. En travaillant ensemble, les Africains peuvent saisir les opportunités offertes par l'IA pour accélérer le développement économique et social du continent. La page découverte de ce journal de mi-journée va dans les profondeurs du sud au profond, dans la forêt équatoriale, où nous allons découvrir plus précisément à Kribi, dans le département de l'Océan, les chutes de la Lobé, qui est un véritable édifice de charme naturel. Nous allons avoir plein la vue, mesdames, messieurs, à travers ce reportage. Les chutes de la Lobé. Situées dans le sud Cameroun, les chutes de la Lobé se trouvent à 7 km au sud de Kribi, dans le département de l'Océan, constituent l'attraction majeure de cette ville du Cameroun. Elles ont une particularité rare au monde, parce que le fleuve se jette directement dans l'océan Atlantique. Leur beauté naturelle provient de la fusion des dizaines de cascades, dont la plus haute mesure 15 mètres. Pour les amateurs de photographie ainsi que les amoureux de la nature, ces cascades et le reste de la nature offrent un studio magnifique avec des paysages qui contiennent toutes les couleurs pour en mettre plein la vue. Les chutes de la Lobé sont environnées de plusieurs villages qui renferment plusieurs peuples, à savoir les Batanga, les Madé et les Pygmées, des peuples très sympathiques, accueillants et hospitaliers. Le peuple kribien, on retrouve les Batanga, on retrouve les Mabéa, la culture kribienne en fait. On y trouve les sirènes, la vraie nature, même la vraie nature de l'eau se trouve au chutes de la Lobé. Inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, les chutes de la Lobé sont un carrefour des peuples de l'eau. Cette eau qui, selon eux, est une source de purification et de guérison à travers des rituels. Cette eau renferme des animaux marins, à l'instar des tortues et plein d'autres espèces encore. Réputée pour abriter des plages de par la couleur de l'eau et des cocotiers qui se trouvent tout autour, pour faire de cet édifice un véritable paradis. À bord d'une pirogue, les visiteurs venus de tous les coins du monde profitent des abords de chutes et admirent la beauté du paysage de par la végétation assez particulière et les cascades d'eau aussi spectaculaires. En sport, dans ce 12 heures, le Tour cycliste Cameroun édition 2025, l'Algérien Mansouri, vainqueur de cette compétition qui s'est déroulée pendant 10 étapes depuis le 4 juin dernier et qui s'est achevée ce 15 juin 2025. Les échos de cette compétition, c'est avec Henri Prosper Manré une fois de plus.
C'est la première victoire d'un coureur algérien au Tour international du Cameroun. Une édition marquée également par la consécration de Islaman Badlis, détenteur du maillot à poids du meilleur grimpeur. L'Algérie a engagé 6 coureurs dans cette compétition internationale qui s'est déroulée en 10 étapes entre le 4 et le 15 juin 2025. La course a traversé 6 des 10 régions que compte le Cameroun, à savoir la région de l'extrême nord, le centre, l'ouest, le sud-ouest et la région du Sud, pour un total de 10 étapes pour 1088 km. Le Cameroun était représenté par 3 équipes, à savoir l'équipe nationale SNH Vélo Club et Espoir du Mboa. Les pays africains participant à cette 21e édition incluent l'Algérie, le Bénin, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, tandis que les formations européennes sont représentées par la Hollande, l'Allemagne et la Pologne. Au classement général, c'est bien Mansour Islam qui a eu le meilleur chrono avec 23h24 minutes 39 secondes au terme de cette édition. Le meilleur Camerounais Kamson Clovis, vainqueur de la précédente édition, est 5e au tableau final. Il faut dire que le premier tour du Cameroun a eu lieu en 1965 avec la victoire de Joseph Kono, mais l'épreuve actuelle sur la forme internationale date d'une période plus récente. Hors de nos frontières à présent, le 13 juin 2025, Israël frappe pour la première fois les sites nucléaires iraniens. Depuis les représailles qui fusent, la tension s'intensifie et le monde retient son souffle face à cet affrontement direct aux allures de guerre ouverte. Notre reporter Pierre Ngati nous fait le point sur cette actualité brûlante du Moyen-Orient qui attire aussi l'attention de la communauté internationale. Voici son reportage. Vendredi 13 juin marque un tournant historique au Proche-Orient. Ce jour-là, Israël a lancé une offensive aérienne ciblée contre des sites d'enregistrement d'uranium en Iran. Tuant 5 membres des gardiens de la révolution, une attaque justifiée par Tel Aviv comme une mesure préventive visant à empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Téhéran, par la voie d'un communiqué officiel, a dénoncé un acte de barbarie et une violation flagrante du droit international. La riposte iranienne ne s'est pas fait attendre. Des salves de missiles ont visé Tel Aviv, la ville portuaire d'Haïfa, ainsi que plusieurs sites militaires israéliens, marquant une confrontation directe entre les deux puissances. Malgré le système de défense israélien, le dôme de fer, les dégâts humains et matériels sont considérables des deux côtés. Alors que le conflit entre dans son 3e jour, Israël brandit la menace nucléaire et évoque l'élimination du régime iranien, une option vivement déconseillée par les États-Unis qui redoutent une régionalisation incontrôlable du conflit. Selon Channel 13, de son côté, l'Iran promet de rendre Tel Aviv, Haïfa et Jérusalem invivables, comme le rapporte Al Jazeera. L'assistance militaire américaine à Israël n'a pas dissuadé l'Iran de poursuivre ses frappes intensives. Face à cette escalade, la communauté internationale semble impuissante. Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, dénonce une hypocrisie généralisée et accuse l'Occident de soutenir Israël contre ce qu'il qualifie des derniers remparts militaires du Golfe. Les deux camps se rejettent mutuellement la responsabilité de cette flambée de violence. En toile de fond, les alliances se dessinent et une inquiétude grandissante s'installe. Sommes-nous déjà à l'aube d'une 3e guerre mondiale? Et c'est avec cette page étrangère que nous allons mettre terme à ce bulletin d'information de la mi-journée sur les antennes de l'Alliance Télévision. Prochain arrêt de l'information, c'est lorsqu'il sera 19h30 à la présentation Xavier Ongolo. Quant à moi, je vous retrouve demain lorsqu'il sera midi. D'ici à là, portez-vous bien et surtout, bon appétit si vous êtes à table.